Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Donc, Gabriel, pourrais-tu nous présenter le titre et puis un petit résumé de Everardo et quelques notes biographiques? Et en attendant, juste avant, bonjour Fabien. Oui, alors merci René. Oui, effectivement, j'ai toutes ces informations-là. Donc, je vais commencer par présenter sommairement Everardo, donc qui est professeur des universités au département des humanités numériques à l'Université Paris 8, qui est un laboratoire transdisciplinaire de l'Université Paris 8. Khaldoun également est directeur du laboratoire Paragraphe. Donc, Everardo est aussi membre collaborateur du Cultural Analytics Lab. Il est membre du comité d'administration de l'International Association for Visual Semiotics, l'IAVS, et il est également secrétaire du comité d'administration de l'International Symposium on Emerging Arts, le ISEA. Essentiellement, dans ses recherches, il va regarder les relations entre les sciences humaines, les arts, les sciences sociales, les sciences de l'informatique, et il s'intéresse particulièrement aux expressions visuelles, à la description de leur signification dans un contexte pratique, donc les interfaces graphiques, la visualisation des médias, les arts, les sciences, les technologies, les textes numériques et puis les systèmes hypermédias. Il va combiner une théorie sémiotique avec des expériences appliquées où il est question de faire usage de logiciels et de langages de programmation qui utilisent des techniques informatiques visuelles. Donc, le titre de la présentation d'aujourd'hui sera Fooling Ourselves to Death pour une approche expérimentale et créative des IA. Moi, ce que je propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite avec Khaldoun Reg, donc qui est avec nous. Bonjour Khaldoun. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, toi et moi, c'est au moment de la conférence de Corfou. Donc, en Grèce, en mai dernier, il y avait Samuel Chonielski qui était là. Malheureusement, Everardo, pour une grève, comme il y en a toujours en France, n'est-ce pas, on le sait, pour une grève d'avion, n'a pas pu se joindre à nous, mais il était là en ligne. Alors, c'était un séminaire pas un séminaire, pardon, mais une conférence qui portait sur notre sujet d'intérêt dans le séminaire, sur l'intelligence artificielle et sur les dimensions créatives qui entourent l'intelligence artificielle. Gabriel, si tu veux bien nous présenter Raldoun et puis son titre de conférence. Oui, alors Raldoun est professeur titulaire du département des humanités numériques et membre de l'UFR Sciences des technologies du numérique, STN, de l'Université Paris 8 Saint-Denis. Il est le doyen de la faculté des sciences des technologies du numérique et puis le directeur du laboratoire Paragraphe, comme j'ai pu le mentionner un peu plus tôt. Euh, il est également membre du laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication, en psychologie et ergonomie de Paris 8, et il est le responsable scientifique de l'équipe Situ Paragraphe. Ses principaux domaines de recherche sont l'hyperurbain, la conception de documents communicatifs, les arts informatiques et médiatiques, l'extraction d'informations pilotées par la structure, qui est une approche basée sur l'exploration de textes, et la conception de supports d'apprentissage interactif, l'IHSL, approche basée sur l'apprentissage automatique. Donc, aujourd'hui, Khaldoun va nous présenter une intervention au titre Atelier thèse post-numérique, rédiger une thèse à l'ère de l'IA. Gabriel, tu nous dis dans notre plan, est-ce qu'on commence par Raldoun ou bien par Everardo? Qu'est-ce qu'on avait prévu? Alors, c'était prévu de commencer avec Everardo puis Parfait, Khaldoun. C'est ce que j'ai communiqué. Après, parfait. Alors, ben, c'est comme tout est vous voulez, libre. évidemment, Everardo, Raldoun. Hein, ça te convient, Raldoun, que Everardo prenne la parole là-bas? C'est avec plaisir, en fait. Je vous remercie, je salue tout le monde. Merci aussi à Gabrielle. Mais à culpa, je lui ai rien envoyé. Elle s'est débrouillée très bien et je vais m'aligner à ses propositions. Et c'était prévu que Eve commence parce que je suis en cours intensif depuis lundi à 9 heures du matin jusqu'à maintenant. Et j'ai eu peur que ça tarde et on s'est arrangé et Eve a accepté de commencer au début et que je le remercie beaucoup.
Oui, Donc, alors À vrai dire, si je peux me permettre, en fait, quand j'ai regardé pour voir ta biographie, j'ai vu que dans le mail que nous avait envoyé Samuel au tout début, il y a quelques semaines, qu'il y avait entre les lignes une présentation qui était finalement l'atelier qui était inscrit. Donc, j'ai pris pour acquis que c'était ça. Alors, mais de toute façon, Radoun, hein, on va avoir du plaisir à t'entendre tout à l'heure et tu peux bien changer d'idée pour la présentation. Alors, Everardo, on te passe la parole. ok, merci beaucoup. Eh ben, c'est vraiment, je suis vraiment très, très content de vous voir, hein. Ça fait longtemps que j'avais pas croisé Fabien, Serge, heureux aussi de rencontrer ton équipe, René aussi. Intéressant, ça fait longtemps, enfin, on aurait dû se voir à Corfou, il y a quelques mois, mais Cédric et moi, on était dans le même vol. Et puis, bon, voilà, c'est, mais j'ai pris quand même quelques contenus que j'avais présentés pour améliorer, l'enrichir et puis le discuter, le présenter ici et voir qu'est-ce que ça peut apporter, comment on peut dialoguer ensuite. Donc, bah, écoutez, je vais commencer par partager mon écran, si vous voulez. Il y a pas de notes. Donc, voilà, René, et Gabriel, Samuel m'ont donc très sympathiquement invité à votre séminaire, hein. J'ai trouvé que ça c'était vraiment une très bonne occasion pour vous parler de quelques expériences, quelques projets en cours ou quelques vraiment interrogations plutôt que j'entends, qu'on voit à propos de l'IA et de la créativité. Je pense que c'est très pertinent, hein, le thème que vous avez choisi pour le séminaire de cette année. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment combien de temps j'ai? Une vingtaine, trentaine de C'est à minutes? peu près 30 minutes, Ok, Everardo. Peut-être très que bien. Gabriel, tu vas te signaler là, quand ton temps va être à peu Ok, près. ok, très bien. Bah donc voilà, comme j'ai mis en place quelques idées sous forme de bon voilà pour une conversation. Donc un peu, je me suis dit bon, ça serait sympa de commencer par qu'est-ce qu'on entend par l'IA ou les médias comme IA, puisque je pense qu'il y a les médias entendus comme pas comme les masses médias, hein, mais plutôt comme au sens de McLuhan, comme cette extension du corps, hein, les médias comme IA, mais aussi au sens inverse, l'IA comme média. Et puis à la fin, peut-être que ces deux parties nous permettront de bien situer un peu quelques approches créatives et spéculatives. Et voilà, et à la dispo pour une discussion, question, et voir qu'est-ce qu'on pourrait après. Donc voilà, première petite partie, les médias comme IA. Vous savez, en 2018, j'ai participé de plus près à la conférence SIGGRAPH, qui est organisée par ACM, Association for Computing Machinery, qui est la plus ancienne association qui réunit les informaticiens, la plus réputée également, et ouverte également à des applications de l'informatique dans les sciences humaines et sociales, dans les arts, etc. Donc, en 2018, je participe en tant que co-président, si vous voulez, du programme Art Papers. Et là, je découvre qu'en fait, c'est des participants, c'est des chercheurs qui ont aussi une pratique, une démarche très, très solide en création numérique. Et voilà, il y avait quelqu'un qui avait présenté ce projet qui s'appelle Stina and the Wolf. C'était le réalisateur, hein, d'ailleurs, Paul Charis. Et alors, lui, je, j'ai pas besoin de son, d'ailleurs. Je vais je vais commenter un tout petit peu de pourquoi je vous montre ça. Parce que, il parlait, en fait, de la notion de uncanny valley. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu parler de cette notion, j'imagine que oui, dans ce séminaire. Et voilà, j'ai trouvé ce concept que je connaissais vraiment
pas beaucoup, hein, donc le collègue ou les collègues l'avaient utilisé comme élément narratif, en fait. Ce que vous voyez là, c'est un petit extrait du film qu'ils sont en train de créer. Il est toujours en cours, hein, il n'a pas été finalisé, puisque c'est un film qui essaye de suivre les processus hollywoodiens, donc vraiment avec une grosse production, sauf que sans les moyens d'un film hollywoodien. Donc voilà, ils doivent utiliser des outils open source, ils doivent utiliser, voilà, ils doivent monter aussi des- répondre euh, à des appels pour subventionner le film. Donc, ce qui est intéressant, c'était qu'il parlait d'Uncanny Valley comme un élément narratif, en fait. Moi, j'avais déjà, je pense qu'on a tous plus ou moins expérimenté cette sensation de voir un robot qui nous parle, mais en même temps, on voit que le robot il est un peu étrange, on essaie de le comprendre, de sympathiser, enfin de se projeter, mais en même temps, il y a cette empathie et qui, mais répulsion en même temps. Donc, l'encannibali, en fait, ça définit ça. C'est que finalement, on accepte qu'il y a une certaine donc, figurativité, on reconnaît, mais on constate que c'est pas réaliste vraiment, et plutôt que c'est de côté étrange. C'est quelque chose qui a commencé en 1970 hein, déjà par un écrivain au Japon, donc vraiment dans les robots, la cybernétique. Et plutôt le film que je vous ai montré, ou les extraits du film, c'était que la notion d'un cannibalisme servait comme un peu comme David Lynch le fait dans ses films, où le personnage souvent représente une émotion. Il représente une émotion que le héros, le caractère principal, est en train de sentir. Donc, il se confronte contre lui-même et on voit ça. Et bon, voilà, le drame se reçoit à la fin. Et là, ici, c'est un peu la même chose. Donc, il mettait en avant cette notion d'un cannibale. Donc, je me suis dit, OK, mais c'était pas évidemment quelque chose quelque chose de très récent, hein. Quelques années avant, 2016, on a été tous un peu bluffés quand dans le film Rogue One, à la toute fin, il y a cette image de la princesse Leia qui a été totalement générée avec 3D. Et il y en a, si vous êtes allé au cinéma, il y en avait qui ont crié, qui ont sauté, qui ont émis des sons. Et d'autres qui ont dit, bon, c'est uncanny aussi, hein, c'est un peu étrange, on voit quand même, c'est bien fait, mais on n'est pas encore là, quoi. Certes, donc évidemment, ça, il y a 6 ans de ça, hein, peut-être que il y a 6 ans du film que je vous ai montré, il y a encore plus 8 ans de ce film, donc ça avance, et vous savez que Midjourney aujourd'hui, on se rapproche vraiment des choses très, très, très hyper réalistes. Je remonte un peu dans le temps, puisque je sais aussi chez cette conférence SIGGRAPH que en 1985, Ken Perlin, c'est quelqu'un que j'aime bien, je suis un peu son travail. Il a publié également un art paper. Donc, il a gagné un Oscar également au Technical Development. Donc, en 1985, il a publié un paper chez SIGGRAPH, comme quoi il proposait pour rendre plus efficient, efficace le travail, le traitement informatique, au lieu de générer la géométrie 3D et encore moins en temps réel, mais au lieu que ça soit un vrai objet 3D, plutôt il simulait la profondeur, pour stimuler le volume en 2D, en 2 dimensions. Donc, c'était vraiment pour simuler, mais il gagnait beaucoup du temps, c'était beaucoup plus performant et il était comme ça, il permettait que dans le plan visuel du film, par exemple, il générait seulement les parties nécessaires au cadrage. C'est-à-dire que en dehors de ce qu'on voyait nous, c'était pas généré, il n'y avait pas des ressources computationnelles qui avaient besoin, donc c'était très efficient. Il raconte l'histoire, hein, il raconte l'histoire comme quoi quand il a présenté ce papier
ce paper à SIGGRAPH, on lui a posé la question, mais on lui a dit, mais Ken, mais tout est faux. Et lui, il répond, il dit, bah oui, tout est faux. C'est tout faux. C'est l'infographie, c'est du computer graphics. Voilà. Donc, avec ces anecdotes, j'aimerais maintenant, donc, tourner, donc, le cube, si vous voulez, et parler un tout petit peu de l'IA comme média. D'accord? Pas forcément, pas du média qui aborde les sujets de l'IA, qui met en avant les sujets de l'IA, qui profite évidemment, le domaine, il est grand, hein. On est tous, on le sait tous, mais voilà, j'ai choisi ces points d'entrée. Et maintenant, donc, l'IA comme média, je pense que c'est aussi un sujet qui intéressait justement les penseurs, les théoriciens des médias qui réfléchissent à l'IA. Je vais prendre le point d'entrée du faux, puisque c'est ce qui nous a intéressé à la fin de la première partie, le faux. Et c'est quelque chose qui, donc, c'est le séminaire également. Donc, j'ai donné une certaine importance également à cette thématique. Donc, aux mêmes années, 1970, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre-là, mais il y a un très grand théoricien des médias que j'aime bien toujours revenir sur lui, Marshall McLuhan, canadien, à Toronto. Il était prof d'anglais, très cultivé, et puis plutôt un observateur de la culture contemporaine qui donc est devenu aussi très célèbre pour sa théorie des médias. Donc, un bouquin en 1970, c'est-à-dire 6 ans après son fameux Comprendre les médias, Understanding Media, 6 ans après, il s'attaque vraiment à ce qui lui intéresse. Il publie un bouquin sous forme vraiment de diaporama, quoi, en fait. C'est un bouquin où, au lieu de la prose ou du développement écrit très, très poussé, enfin, même très encyclopédique des Understanding Media, parce que la traduction en français, c'est 600 pages. Là, c'est vraiment plutôt des aphorismes, quoi. Il montre, je vais vous montrer des images, il montre, vous ouvrez le livre, à droite, vous avez presque une pub, et à gauche, quelques commentaires, vraiment euh, comment ça se dit, un peu euh, rhétorique pour commenter ce qu'on voyait. Donc, lui, il donnait, comme vous le savez, hein, aux médias et à la culture visuelle, les médias électroniques, etc., beaucoup de poids. Il disait que c'était vraiment la culture donc populaire, dans le sens pop art, ou en contrepartie à la high class, ou la culture très, très inaccessible pour certains. Donc, il donnait beaucoup plus de poids à ça. Donc, voilà un exemple de phrase. Hein. Il récupérait ces phrases un peu de partout. Il systématise en disant j'ai peint 2000 tableaux, 5000 d'entre eux sont aux États-Unis. Donc, vous voyez, il s'intéressait à ce sujet du faux. Là, c'est un autre exemple. Il racontait l'histoire. C'était comme ça un peu seulement le livre. Il racontait cette histoire comme quoi l'anecdote d'un cadre de Fox, il était à Paris, organisait une exposition de faux tableaux, les faux tableaux utilisés dans le film, comment on volait $1 million. J'avoue, je n'ai pas encore vu ce film. Apparemment, il y a plein de tableaux, donc il voulait les prendre. Et du coup, il arrange cette exposition à Paris. Il téléphone à New York. Il dit, écoutez, j'ai besoin de ces tableaux, mais on lui dit, bah, non, on peut pas vous livrer, vous envoyer les tableaux parce qu'ils sont en tournée. On les utilise, les faux tableaux. Il dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et il dit, ben, chercher les originaux. Il n'y a personne qui va se rendre compte. Exposer les originaux. Du coup, c'est un peu ce type d'anecdote. Donc, faut feuilleter vraiment ce livre, le lire comme ça, à travers. C'est vraiment intéressant de ce point de vue. Je crois que très lié à la question qui vous intéresse, enfin, qui intéresse ce séminaire, qui est le faux, et puis on essaie après de faire convergence avec l'IA, c'est aussi la très célèbre définition de sémiotique donnée par Umberto Eco, 6 ans après de McLuhan. Vous voyez, c'était des contemporains. Hein.
McLuhan Eco disait que la sémiotique, c'était la discipline qui étudie tout ce qui peut être pour mentir. Si quelque chose, si le signe ne peut pas être utilisé pour mentir, il ne peut pas non plus être utilisé pour dire la vérité. Donc, en fait, au final, on peut pas l'utiliser pour rien. Donc, c'est pas un signe. Il mettait en avant, évidemment, le problème comme quoi les signes, c'est quelque chose de conventionnel, c'est quelque chose de culturel, c'est quelque chose qui appartient à un système de règles partagées, sociales, etc. Mais au final, on peut en discuter, on peut critiquer, évidemment, ça, il y a vraiment 50 ans, mais en fait, on peut en discuter parce qu'aujourd'hui, les sciences cognitives, la perception, euh, euh, comment le cerveau des individus influence également comment on perçoit les signes, c'est beaucoup plus important aujourd'hui. Je reviens juste sur Eco parce que bon, c'était intéressant de voir comment il analysait ou s'intéressait disons, au succès ou à l'échec de la communication. Voilà. Dernière, presque dernière petite référence, hein, et c'est un peu pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil à ce livre, Amusing Ourselves to Death. C'est pour ça que j'ai nommé cette présentation Fooling Ourselves to Death. Donc là, Postman, que c'était aussi également un contemporain, il était très connu par aussi un autre livre qui s'appelle Technopoly. Je pense que je donne ces références pour les nouvelles personnes, enfin, les nouveaux étudiants, les nouvelles étudiantes qui rejoignent ces médias, puisque ça, c'est des théoriciens, on peut dire, très anciens, hein, qu'on étudiait tous, que j'ai étudié en master, en licence, mais qui, je pense, il y avait la fraîcheur pour étudier quelques phénomènes qu'on voit également aujourd'hui. Donc, au Postman, vous voyez, cette, dans cette, dans ses références toujours très culturelles, dans son cas littéraire, science-fiction, il disait en fait que dans son livre, la société ressemble moins à ce que George Orwell avait pressenti dans 1984, où il y avait le Big Brother et que tout le monde était soumis à l'Internet, etc. Mais là, il plutôt faisait référence à Aldous Huxley dans son Brave New World, où il disait qu'en fait, Postman dit que les gens sont plutôt contents de vivre dans cette oppression. Ils sont contents, ils adorent les technologies et ils adorent aussi déléguer ce partage, cette possibilité de faire des choix, de penser, de réfléchir. Ils délèguent ça, ils sont contents de ça et puis tout va bien. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai dit ça. Vous allez voir qu'en fait, moi, ce que je propose, c'est pas forcément de, de m'opposer à ce mode de pensée, hein, parce qu'on sait que Neil Postman, il était très critiqué par d'autres personnes qui disaient, bon, il est très conservateur, il se positionne plutôt du côté de la pensée euh, même traditionnelle, etc. Donc, mais plutôt, je dirais qu'en fait, euh, ça serait intéressant, ou je pense que ça vaut la peine de faire un effort pour pouvoir donc critiquer le continuum où nous sommes et comment échapper, comment voir un peu de plus loin ce qui se passe dans le quotidien avec nos technologies. Ça, c'est la dernière petite référence que je voulais évoquer, puisque ça parle également de l'IA, et notamment de l'IA avec, probablement Khaldun, il va en parler de ça, mais c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, n'est-ce pas? Puisqu'on se pose la question, du coup, au final, on se dit, bon, est-ce que les étudiants nous demandent, est-ce qu'on va finalement arriver à ce but ultime, comme quoi les robots ont conscience, prennent l'intuition, l'initiative, est-ce qu'on aura finalement un ChatGPT qui n'a pas besoin d'un prompt et qu'il va tout seul sentir qu'il fait chaud, il va lancer un prompt pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Donc, voilà, la contrepartie que j'ai trouvé intéressante récemment, hein, c'est un anthropologue mexicain qui travaille beaucoup sur les chamans, les chamanes, tout ce qui est cosmologique aussi. Il disait qu'en fait, son point de départ, c'est que la conscience est basée sur la souffrance et le plaisir.
Ça, c'est la conscience humaine, évidemment. Paradoxalement, il dit, les humains s'intéressent, s'engagent, c'est libre à réduire la souffrance. Et ça, c'est un reflet qui se voit chez les SIA. Les SIA viennent ici avec un but justement de réduire la douleur, la souffrance, la fatigue des humains au travail. Ça, c'est un peu ce qu'ils voulaient et les designers de ces outils. Et puis, finalement, donc, c'est difficile de penser à cette intelligence artificielle générale, puisque les SIA manquent évidemment de sensibilité et évidemment sans celle de conscience également. Ça, c'est pour les quelques références pour parler de l'IA en tant que média, d'accord? Et là, ma dernière partie pour finaliser et commencer à me diriger vers les conclusions, c'est quelques exemples de projets, d'expérimentations que je fais moi tout seul dans mon coin ou avec une équipe de collègues ou avec dans des ateliers internationaux, etc. Et j'essaye toujours, comme je le disais tout à l'heure, hein, je pense que on voit que je vais commencer par plutôt ça, puisque vous savez, hein, je pense que on se connaît plusieurs ici dans le séminaire, hein, je pense que une bonne partie de ce que j'ai commencé à travailler au niveau de ces interruptions, de ces disruptions, si vous voulez, informatiques au niveau du contenu, c'était grâce à ces collaborations avec Jean-Pierre Balp, par exemple, quand je suis arrivé à Paris 8 en 2003, lycée Gabriel. Donc, j'étais vraiment très inspiré par ce que Jean-Pierre faisait quand il générait du texte, et puis travailler avec lui quand il disait non, 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 mais c'est bien, mais nous, on veut que ça soit vraiment très bien conjugué, très parfait. Et à un moment, je disais, bon, ce qui m'intéresse à moi également, c'est d'essayer de sortir du format linéaire des poèmes que toi tu génères. Et puis on a commencé une collaboration avec Samuel Soniki. Et puis l'idée c'était de rendre ces textes, ces poèmes un peu graphiques. Donc l'idée c'était même de rendre difficile la lecture pour voir, pour intéresser ou pour essayer d'intéresser le lecteur à le lire, ou sinon tout simplement à jouer et à passer à un 12e degré d'esthétisme, d'esthétisation du poème généré. Donc Jean-Pierre il s'est prêt toujours au jeu. Donc ça continue, hein, d'ailleurs. C'est un projet qu'on a commencé en 2016 et occasionnellement on lance une nouvelle représentation graphique. Donc voilà, je dis ça parce que vraiment ce qui m'intéresse, je crois, c'est dans les productions créatives et l'approche expérimentale que je propose d'explorer, c'est de justement euh, hum, euh, reprendre, identifier, interroger ces limites du, du, du support, que ce soit la machine, que ce soit autre chose, de la feuille, de la page, interroger ces limites, les supports, les possibilités que ces supports nous donnent et comment voir si le contenu qu'on imprime, qu'on écrit, qu'on dessine est vraiment ancré sur ce support, est-ce qu'on peut faire une abstraction et faire des choses différentes avec d'autres supports, ou comment vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire après, au-delà de ces supports, et notamment au-delà de cette, je vais le dire comme ça, très spéculative, d'une vision très centrée sur l'humain. Je pense que c'est important de donner un peu du poids, d'intérêt à tout ce qui est, on appelle en anglais more than human, plus qu'humain. Ça, c'est James Bridle qui le disait. Et je pense qu'en tant qu'humain capable de conscience, n'est-ce pas, on a la possibilité de justement se projeter, se poser la question de comment les insectes voient, par exemple. Ça, c'est la question de Umwelt que je montre ici. C'est une question très ancienne d'un biologiste, Jacob von Uexküll. Comme quoi, en fait, il dit, écoutez, en fait, chaque espèce, que ce soit un organisme, n'importe quelle taille, hein, vit dans son propre Umwelt. Et ce Umwelt, c'est le monde connu par lui-même grâce à
sa perception. Donc, tout le reste n'existe pas. Donc, pour une abeille, par exemple, nous n'existons peut-être pas parce que l'abeille voit seulement dans le rayon des spectres ultraviolets, par exemple, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc, certes, c'est complexe, mais je pense que nous, en tant qu'humains, on est également dans ce Umwelt. Et en plus, ceux qui travaillent sur l'IA ou sur l'informatique, sur ces outils, dans un sous-Umwelt, dans un Umwelt, dans son Umwelt. Donc, je pense que c'est nécessaire de voir si on peut sortir ou identifier ses limites. Quelques questions qui nous poussent un tout petit peu à ça et qui sont un peu de nouvelles ou de questions qui reviennent et qui se posent de plus en plus avec les IA, par exemple, c'est l'interrogation de la production des masses. On l'a vu en 2000, au début des années 2000 avec le web 2.0, mais aujourd'hui avec la quantité d'images, de textes qu'on peut générer, on dit que les artistes, souvent, ils disent, bon, avant, on faisait très attention aux détails, dessiner un tableau, on se concentrait beaucoup sur les détails. Aujourd'hui, en fait, le problème qui se pose, c'est que on génère tellement de choses que pas forcément tout le monde, nécessairement, va se concentrer sur ça. Il est autant plus intéressant de faire l'autocuration, c'est-à-dire que sélectionner parmi ces 2000 images qu'on a générées, quelle est la bonne image, quelle est la bonne partie qu'il faudrait retravailler. Et puis ensuite qu'on a sélectionné ça, de la partie de l'autopromotion, de la partie également de la démocratisation des outils. Donc voilà, c'est des sujets qui flottent, je pense, et qui méritent également de les prendre en compte. Avec ce prétexte, hein, ou sous prétexte d'interroger ces questions, j'ai participé cette année dans le comité de SIGGRAPH 2024 et j'ai mené un projet qui s'appelle The Next 50 Years. Donc, j'ai interrogé plusieurs, je vais vous montrer un extrait si vous voulez, j'ai interrogé plusieurs pionniers, si vous voulez, ou quelques legends of computer graphics et de l'art numérique. Mais après, je vous laisse le lien, vous pouvez continuer à regarder, explorer les contributions. Voilà quelques personnes. Mais c'était vraiment très intéressant comment, par exemple, quelqu'un comme David M. disait ça. Est-ce qu'on peut l'entendre, Everardo? On n'entend pas? Non, on n'entend pas. Ah, bah écoutez, peut-être que pour aller plus vite dans le temps, je vous laisse le lien de toute façon. Il est là, et le PDF, je vous le donne après, hein. Mais le lien, ou je le partage dans le chat dans un instant. Mais l'idée, c'est que ces artistes eux-mêmes, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était d'interroger donc les artistes qui étaient des pionniers à l'époque de l'infographie, des computer graphics, qui ont prédit quelques-uns comment la IA allait se positionner quelques années après. Donc, je voulais leur demander comment ils voient après, d'ici 50 ans, le futur, et comment ils voient qu'est-ce qui va se passer après. C'est très spéculatif, hein, mais ça m'intéressait parce que l'idée, c'était pas forcément si je demande la même chose à un futurologue ou à quelqu'un qui, qui, qui passe, je sais pas, hein, que je rencontre dans la rue comme ça, la différence avec SIGGRAPH, pour moi, ça a été que, comme Ken Perlin, comme d'autres que j'ai cités dans cette conversation, c'est des personnes qui pensent vraiment comment ça peut être fait. C'est-à-dire, il y a un schéma, il y a un algorithme, il y a un modèle, il y a une méthode. C'est-à-dire qu'il y a une manière plus ou moins de faire ça. Cet autre projet, je l'ai montré à René
dans le séminaire qu'elle évoquait, hein, à Corfou. Je pense que moi, comment j'interroge les SIA dans ma pratique, c'est que je les interroge dans le temps. J'ai un projet qui s'appelle donc, c'est le bestiaire d'art et métiers modernes. Donc, c'est un prompt que je lance le même prompt une fois par mois. Je peux après faire une analyse de ce que vous voyez ici. Hein, c'est un peu, euh, c'est un peu un clin d'œil à d'autres bestiaires qui existent, qui ont existé, qui ont été publiés. Sauf que là, c'était pour interroger un peu les relations entre les technologies, savoir, nature, et tout ce qu'on nous demande un individu contemporain. On nous demande d'être en même temps libraire, euh, de s'occuper de la cuisine, de s'occuper de plein de choses. Donc, c'est un peu, il y a un peu de ça. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est de travailler dans le temps, d'interroger ces IA dans le temps et de continuer à les interroger dans le temps. Cet autre projet, c'est un prompt que je lance une fois par an. Et ça tombe bien parce que là, je viens de le lancer, c'est en septembre 2024. Vous voyez comment, après, d'ici quelques années, j'aurai une trace plus ou moins un peu plus fine de qu'est-ce qu'il comprend par, quand je lui demande, dessine-moi un réseau avec des millions de nœuds et de liens. Donc, probablement, je me rapproche, on se rapproche plus ou moins parce que au début, c'était plutôt dans les centaines de nœuds. Là, probablement, on se rapproche, on verra. En tout cas, ce que je pense faire, c'est quelque chose, c'est de ne pas laisser de côté le sujet, mais plutôt de continuer. Je pense que c'est important, cette espèce de persévérance à ces technologies. De la même manière, j'ai un projet qui me sert à interroger ces objets, ces outils que j'appelle Cultural Vis, une visualisation culturelle. Ça, c'est ça, c'est un article que j'écris avec Manovich. Donc, on essaye de plutôt interroger les modèles de visualisation des données avec des représentations assez spéculatives, mais qui sont mais qui sont concrètes, qui sont possibles et qui de plus en plus, par exemple, là, si vous y allez ici, c'est vraiment dans la logique de faire un drag and drop. C'est ce que j'appelle une interaction symétrique, dans le sens où avant, je demandais aux étudiants, prends cette image, prends son image à la main ou avec un autre outil, extrait les couleurs et ensuite fais un diagramme avec ces couleurs ou ces textures, je ne sais pas qu'est-ce que tu vois. Et aujourd'hui, c'est symétrique dans le sens où j'élimine une étape intermédiaire. Et l'idée pour moi, ça serait que je prends 1000 images et que je les glisse, je les dépose dans un espace et puis c'est l'outil qui génère ces visualisations. C'est ce qui se passe ici. Après, si on a le temps, il peux faire une démo, mais sinon c'est en ligne et c'est comme, comme mes interventions avec Jean-Pierre, comme mon bestiaire, comme les réseaux, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc, d'autres modèles viendront, s'ajouteront. Je travaille déjà sur d'autres deux qui viendront s'ajouter bientôt, j'espère, à ces modèles-là. Pour finaliser, Pardon de t'interrompre, Everardo. Moi, je regarde un peu le temps. Il faudrait, ah, Gabriel, merci, parce qu'on a pas mal fini, et puis on essaie de tenir le temps dans le séminaire, parfait, évidemment. Alors, si parfait. tu peux peut-être juste terminer ou on termine C'est maintenant? tout, Oui. c'est Alors, tout. oui, alors ben, merci beaucoup pour ta présentation. Donc, pour rappeler un petit peu le format, c'est que on va voir maintenant une période de débat, de questions. Ce serait bien peut-être qu'on voit tous les intervenants en revenant là, à la page. Si tu peux fermer fermer ta présentation Pardon, ouais, comment je fais, et qu'on puisse je voir, sors, se voir tout le monde. je sors de la Et présentation, donc, on hop, va avoir hop. un 15 minutes où on discute de ce que... Donc, on va prendre des questions et puis ensuite, on va passer à Khaldoun qui va nous faire sa présentation. Alors, si tu peux essayer de tenir le temps, Gabriel, comme il faut pour on ait le temps. Et puis, après ça, après, avec Khaldoun, donc, on fait un 15 minutes avec lui et ensuite, on termine par une discussion avec les deux interventions pour la fin du séminaire. Alors, est-ce que il y a des commentaires qui viennent de vous? Moi, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs différents parce qu'il y a tout ce lien que
tu essaies à faire d'abord, tu as commencé à parler du travail du 3D. Et puis, pour avoir travaillé pendant des années sur cette chose, il y avait toujours cette espèce de ce qu'on pourrait appeler la quête du Graal en animation 3D, hein, que Maxime connaît bien aussi. Cette idée d'aller chercher à partir de rien, finalement, à partir de la synthèse, un réalisme, un hyper-réalisme dans les personnages le plus poussé possible. Et c'est là que tu parles de l'Uncanny Valley. Effectivement, on était toujours à buter sur le fait que ça va bien. On va plus accepter, par exemple, un personnage de bande dessinée qui ne ressemble pas trop à un humain, qui est un schéma, qu'on va accepter un personnage de synthèse généré comme on le faisait avant. Et lorsqu'il manque un petit détail, hein, le petit détail qui manque, c'est là qu'on a parlé de l'Uncanny Valley aussi. Alors, on n'adhère pas, en fait, comme spectateur, à un personnage qui n'a pas tous ces petits détails. Puis je vais donner un exemple, par exemple, la respiration. Alors, un corps qui est animé par image de synthèse, mais qui n'est pas animé par la respiration, donc les épaules qui lèvent, tous ces petits détails qui sont perçus par le cerveau ayant une grande partie de notre cerveau qui est consacré sur la reconnaissance faciale. Alors, moi, donc la question que je trouve intéressante, c'est de voir qu'il y a eu un changement de paradigme profond avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et comme on sait, les méthodes statistiques, parce que là, d'un petit coup, en 5 minutes, on va être capable, ou très rapidement, de générer un personnage absolument crédible, qui va être animé, etc., dans un temps qui n'a rien à voir avec ces méthodes de design de 3D, là, finalement. Alors, une grande révolution dans la façon de faire, dans la façon de faire au niveau du design, et puis au niveau de la quête du faux, cet hyper réaliste auquel tous les gens qui travaillent en 3D ont tendance à se positionner là. Alors peut-être, Everardo, tu peux répondre. Et puis je vois aussi tout après Aurélie qui a levé la main. Ouais, je suis d'accord, René, avec l'IA, tout a vraiment changé. Et puis, je lisais, c'était un peu mon dernier slide, comme quoi ça va être de plus en plus, il y a deux choses, non? Ça va être de plus en plus hyper réaliste. Et de l'autre côté, on va s'habituer à ça. Et puis, du coup, après, il n'y a pas forcément d'intérêt de se poser la question si ben, ça va être naturel, presque. On va pas se poser la question, on va se dire, bon, c'est comme ça. On aurait besoin peut-être à ce moment-là, de revenir sur l'historique, de voir comment on sort de ce continuum, mais je pense que ce qu'il disait un collègue récemment que j'avais lu, disait, bon, plutôt, il faut partir du fait que tout est faux, que toutes les images photographiques qu'on voit sur Internet sont fausses. Et on va partir de ce point de vue, et puis après, se poser la question de qu'elles sont vraies ou non, quoi. Aurélie? Merci pour cette super présentation très intéressante. Je revenais sur la partie de ta présentation où tu parlais de Lumwelt. Moi, ça m'a un peu interpellée. Je me suis demandé si on sait s'il y a une Umwelt, est-ce qu'on peut lui en définir un ou une de particulier? Et quelle différence on fait entre la notion de point de vue et celle de Umwelt? Merci. Merci Aurélie. Bah, je pense que l'Umwelt d'IA, c'est Khaldoun qui nous dira mieux, mais je pense que c'est toutes les, tous les modèles, tous les composants, tout l'historique, hein, toutes les traditions même, hein, mais c'est surtout le côté matériel, c'est tout ce qui compose l'IA actuellement. On peut pas, euh, donc, elle travaille sur des modèles qu'on lui donne, donc ça c'est un peu son Umwelt. Il va pas forcément. Je parle des images, hein. Je parle des images parce qu'apparemment avec les Large Language Models, les LLM, si le Umwelt c'est vraiment tout le texte ou juste l'abécédaire, la combinaison de signes, de caractères, et apparemment il fait des choses qu'on ne s'attendait pas.
il commence à faire des choses qu'on ne comprend pas, on se pose la question, on se dit, mais comment il a réussi à résoudre ça? Comment il a pu s'en sortir? Et, euh, mais bon, ça reste que quand même son Umwelt, pour moi, de ce point de vue, ça serait vraiment le composant matériel. Et la différence avec la perspective ou le point de vue, c'est qu'en fait, le Umwelt, ça consiste à tous les sens, tous les sens. Si la perspective, c'est la vue, c'est le point de vue, le Umwelt contient également la toucher, l'œil, etc. Du point de vue anthropocentrique, évidemment, si on pense à une autre espèce, un organisme, il a d'autres sens. D'ailleurs, ils disent que l'être humain aussi, il y a d'autres sens que 5. Il y a 6, la proprioception, etc. Donc, Oui, je Quel pensais lien à la fais-tu? nouvelle des fourmis en particulier. Je me demandais si une IA était capable de nous dire quelque chose du monde des fourmis. Oui, je me demandais quel lien tu fais entre l'Umvel et puis l'intelligence artificielle. bah, je le disais, le lien très rapide hein, que je voulais dire ici, c'est que faudrait pas, ou faut pas que ça devienne notre Umwelt informatique, c'est-à-dire que parfois on dit que c'est une petite réaction que j'ai surtout à cette distinction entre on a tendance, je ne sais pas si vous l'entendez, hein, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais de temps en temps, on entend comme quoi ChatGPT, où toute l'IA est réduite à un seul truc, ChatGPT. On a tendance à se dire, ah oui, non, mais c'est que l'IA, c'est ça, et alors qu'on parle seulement de ChatGPT, où on a tendance à réduire que toute l'IA est représentée par un seul service, alors que je pense que c'est justement, c'est un nouvelle, c'est l'IA, c'est plusieurs modèles, c'est plusieurs relations de ces modèles, mais c'est aussi surtout un environnement informatique. Donc, c'est, je pense que c'est ça ce que je voulais dire. C'est vraiment une partie de, des capacités, des possibilités créatrices euh, humaines en l'occurrence. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sinon, vous savez que j'ai la parole facile. Je peux poser quelque chose. Donc, je voulais simplement revenir sur ce que tu disais à propos du faux. J'aurais voulu t'entendre aussi davantage entre les relations entre le faux et l'intelligence artificielle aussi. Mais simplement pour vous mentionner, et je vais montrer à tous là, un livre d'Umberto Eco qui s'appelle Sur les épaules des géants. Ah oui. Et vous allez trouver dans ce livre un texte qui s'appelle Dire le faux, mentir, falsifier. Alors effectivement, c'est assez intéressant parce que Umberto Eco était fasciné par le faux, hein. Il parle énormément de cette question dans beaucoup de ses écrits. Dans cette petite plaquette, il essaie de définir la différence entre le vrai, le faux, le mensonge, la falsification. Alors, ceux qui s'intéressent à cette question des puissances du faux vont y trouver beaucoup d'intérêt. Maintenant, pourrais-tu nous dire justement en quoi l'intelligence artificielle interroge les puissances du faux? En quoi ce faux? Et puis moi, j'ai bien aimé aussi justement la citation que tu nous donnais de cette anecdote d'une exposition sur le faux. Et les tableaux ne sont pas là. Et puis bon, ben voilà, c'est pas grave, on va mettre les originaux et puis personne va voir la différence, hein. Je pense que c'est vraiment assez intéressant. Et puis il y a eu un tableau, je pense, qui était un musée à Amsterdam, qui était Et puis là, vous allez me corriger parce que de mémoire, je ne me rappelle plus du musée, mais c'est le tableau célèbre de la jeune fille et la perle, hein, qui a été prêté à un autre musée. Et puis là, on a remplacé finalement ce tableau manquant en faisant une sorte de concours pour demander aux gens de créer une jeune fille à la perle pour remplacer le tableau qui avait été prêté temporairement. Et puis, c'est une intelligence artificielle qui a gagné le concours, hein. Alors, toute cette question donc du rapport entre le vrai et le faux, on est dans la frontière vraiment de la question du faux avec l'intelligence artificielle, absolument, parce que
je faisais le rapport avec les personnages de synthèse. On finit toujours dans un personnage de synthèse produit par les méthodes de synthèse, par reconnaître le faux, par l'identifier, avec l'Uncanny Valley à dire, ben, ce détail fait que je ne crois pas au personnage que je vois. Alors qu'on est rendu avec l'intelligence artificielle à faire donc des faux qui ne sont plus distinguables. Et puis, j'avais montré très rapidement, par exemple, le faux de l'acteur Morgan Freeman la semaine dernière. Et effectivement, on voit ce vidéo-là. On est incapable de dire ce n'est pas l'acteur Morgan Freeman. Lui-même, dans son texte, le dit. Il dit, je n'existe pas. Pour regarder un Morgan Freeman qui est complètement artificielle. Alors, c'est là où la question du vrai et du faux et de l'intelligence artificielle nous rejoint beaucoup. Donc, pour dire un petit peu, ce projet qu'on a actuellement du séminaire Arcane, qui est à l'intérieur d'un projet de recherche, ça fait depuis 2019 qu'on fait cette recherche et puis on n'avait pas vu cette explosion de deepfakes sortir encore lorsqu'on a commencé la recherche. Et moi, je vous dirais que personnellement, quand j'ai vu ça arriver, j'ai été absolument fascinée de voir comment on en était rendu. Et comme tu le dis, c'est une question qui date de bien des années avant, la question d'essayer de faire un être humain à notre ressemblance. Hein, ça date même des Grecs, cette idée de faire une figure, un double à l'image de l'humain. Et puis là, tout à coup, on arrive avec ces figures du faux qui commencent à nous envahir pour le meilleur et pour le pire, en fait. Alors, je ne sais pas si tu peux réagir à ça, Everardo, ou d'autres personnes, hein? On peut aussi, d'autres peuvent intervenir. Bah, je dirais très très rapidement que probablement c'est quelque chose, c'est un peu pour ça, je crois, que je m'intéresse implicitement à revenir toujours dans le temps et refaire les expériences, puisque retracer un peu ces significations qui s'entremêlent, ou des significations ou des codes qui se créent et il y en a qui persistent, d'autres qui partent. Hein. Je donne un exemple. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, les téléphones, la sonnerie des téléphones, on n'a plus les téléphones qui sonnent comme ça, on n'a plus les téléphones comme avant, mais la sonnerie persiste. Mais c'est un peu donc, est-ce que c'est faux ou pas? Mais c'est la même chose chez la visualisation scientifique. Par exemple, Bruno Latour, il posait la question déjà à un moment en disant les codes couleurs qu'on voit dans les diagrammes ou dans les visualisations. Il travaillait beaucoup aussi Latour sur l'humour et les faux. Il y avait il illustrait avec un comic strip qui disait, ah ouais, donc si tu changes les couleurs de vert, est-ce que la chaleur c'est rouge, mais si si on la change, il y avait le personnage qui disait, ah oui, ça donne du sens maintenant. Donc, je pense que Alors, excuse-moi, donc je pense qu'on va essayer de tenir notre temps. Il y a Aurélie, donc si tu peux faire une intervention brève, on a quelques minutes encore avec Everardo, puis ensuite on va passer à Khaldoun. Aurélie, donc, on ne t'entend pas. Pardon, je réfléchissais à ce que tu nous disais là, quand tu dis qu'on partirait du postulat que tout est faux. Comment dire, si tout est faux et puis, enfin, et si on considère que toute image en fait est un faux puisque c'est une représentation, fondamentalement l'image elle représente quelque chose, donc c'est une sorte de faux. Euh, la question de la prouesse technique de faire quelque chose d'hyper réaliste, ok, bon, mais ça reste une prouesse technique. Moi, je me posais la question de autour de ce qu'on tient pour vrai et de comment on utilise des images pour faire preuve. Et du coup, je pense que c'est ce qui vient précisément, ce que ça vient précisément bouleverser, c'est comment on arrive encore à avoir une preuve visuelle de quelque chose, puisque jusqu'à maintenant, les images étaient utilisées pour faire preuve de certains éléments, même juridiques. Enfin voilà. C'est pas très structuré comme intervention, pardon si c'est pas bien. Ouais. Peut-être en terminant, justement, on pourrait renvoyer à ce que deux avocats américains ont dit à propos de l'intelligence artificielle et tout ça en parlant du dividende du menteur.
Moi, j'aime bien cette expression qu'à partir du moment, justement, on n'est plus capable de reconnaître si une image qui nous est présentée est un vrai ou un faux. Ça donne une sorte de plus-value au menteur lui-même qui peut dire qu'une image qu'on voit, eh bien, c'est un faux. Et Donald Trump l'a utilisé très récemment, justement, en disant, par exemple, que les foules, c'est son obsession, la grosseur des foules, comme vous savez, les foules de Kamala Harris avaient été générées par intelligence artificielle. Donc, ce que vous voyez à l'écran, vous voyez, c'est faux. Et donc, moi, je voyais la plus belle expression du dividende du mensonge dans cet exemple où un menteur, comme on sait avéré, va se servir d'une image vraie en prétendant qu'elle est fausse, en prétendant qu'elle a été construite par intelligence artificielle pour renverser complètement le discours dans l'espace public et de brouiller ses frontières entre le vrai et le faux. Alors, je ne veux pas prendre trop de place ici, mais c'est une question vraiment qui pourrait évidemment nous amener à beaucoup de débats qu'on a travaillé énormément aussi dans le groupe de recherche. Mais les exemples abondent présentement, justement. On pense au site X, l'ancien Twitter de Elon Musk, où il déverse des tonnes de fausseté produites par intelligence artificielle. Et il a évidemment le pouvoir financier pour le faire, comme propriétaire de Twitter. Et donc, on commence à voir donc l'influence que les deepfakes peuvent avoir et qui peuvent convaincre des électeurs. Justement, on est dans une société où il n'y a plus de valeur de vrai. Alors, ceci dit, est-ce qu'il y a d'autres interventions après la présentation d'Everardo? On pourra revenir de toute façon, vous savez, sur ces questions qu'on brasse après la présentation de Raldoun. Et si tu me permets, Raldoun, un autre bouquin que je sors au sujet de la question de l'intelligence artificielle générale. Un bouquin que je trouve assez passionnant sur ça, qui a été écrit par Daniel Handler, qui s'appelle Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme. Donc, un excellent bouquin qui va intéresser aussi peut-être les étudiants, qui montre justement, qui parle de cette différence, du fait qu'on prend l'intelligence comme étant humaine, comme étant la référence pour parler d'intelligence artificielle, qui montre finalement on est loin de la coupe aux lèvres, c'est une utopie. C'est une utopie, d'ailleurs, si je relance Serge Bouchardon, qui va certainement nous intéresser, Fabien également, dans le projet qu'on est en train de travailler sur ces rhétoriques dans l'espace social autour de l'IA et cette rhétorique de l'intelligence artificielle qui pourrait un jour devenir consciente. Donc, je m'arrête là parce que je pourrais en parler des heures, mais ce sont des thèmes qui nous intéressent évidemment fortement et qui vont toujours jouer sur cette frontière entre le vrai et le faux. Et donc, j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle, c'est le simulacre par excellence. Il y a toute une histoire des simulacres, cette tentative de remplacer l'être humain par une figure, par un robot, etc. Mais là, on se retrouve dans un cas où ce qu'on veut remplacer, c'est la pensée humaine. On veut avoir un être artificiel capable de penser, capable d'avoir une conscience, capable d'avoir des émotions. Et c'est là qu'on bascule dans l'utopie, en fait. On part du langage scientifique et on bascule dans la science-fiction, dans les utopies que l'intelligence artificielle génère. Bon, alors donc je te passe la parole, Khaldoun. Merci René. Bonjour tout le monde. Je crois que vous voyez un peu ma présentation, non? Oui, oui, Très on voit bien. très bien. Ok, je commence par soulager Gabriel. Oui, je te donne le droit de m'enregistrer parce que j'ai pas envoyé le papier et de me filmer et de l'exploiter à des fins commerciales et non commerciales. Ok, ben, puis après, encore une deuxième remarque. Merci René pour toutes ces inquiétudes autour de l'intelligence artificielle. Il m'a renvoyé le ballon à maintes reprises aussi, Eve, dans sa présentation. Khaldoun va en parler. En fait, moi, j'ai commencé ma carrière comme professeur d'informatique parce que j'ai soutenu ma thèse en intelligence artificielle, j'ai pas honte de le dire, en 1987. Et j'ai travaillé avec Orsay sur l'apprentissage automatique symbolique. Donc, je fais partie de l'intelligence artificielle symbolique, l'ancienne école. Et j'étais à l'université de Caen pendant 13 ans comme
professeur en machine learning à Caen. Puis je suis débarqué dans l'hypermédia à Paris 8 et j'ai bifurqué un petit peu. Et là, maintenant, je suis un peu l'IA et on fait des choses sur l'IA et je partage des inquiétudes. Ça, c'est, on parle de l'usage de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle en soi, j'y crois, mais on se pose des problèmes d'éthique et d'usage et ma présentation, ça va être un peu autour de ça. Donc, je ne serai pas complètement dans le thème de cette réunion comme Eve. Je vais vous parler, comme c'est la fin de journée et la fin de la semaine en France, et c'est la début de journée au Canada, mais on n'est pas très en forme, hein. Surtout, j'enseigne depuis 9 heures du matin. Et je vais vous parler un peu d'expérience qu'on a dans le cadre de ce qu'on appelle l'Alliance européenne à l'Université Paris 8. J'ai été sollicité par l'Université de la mer Égée, nos collègues que tu as rencontrés à Corfou, René, pour créer des événements de rencontres ou des séminaires entre les doctorants. Et ça m'apparaît un peu ennuyeux. Et là, j'aurais dit que moi, je propose qu'on parle sur la thèse à l'ère de post-numérique et surtout à l'ère de l'IA. Qu'est-ce qu'une thèse maintenant à l'ère de l'IA et comment en particulier écrire une thèse ou un mémoire de thèse à l'ère de l'IA? Ce qui a motivé beaucoup cette idée, à laquelle on est nombreux de paragraphes, il y a deux présents, il y a Samuel et Nicolas qui sont intéressés, qui y participent aussi. C'était le fait que le ministère de l'Enseignement supérieur et l'université chez nous ne disent rien sur ChatGPT et ses équivalents. C'est-à-dire que tous les outils d'IA qui sont sur l'Internet, qui sont ouverts, on n'a pas reçu de notification que l'usage de ces outils dans l'enseignement supérieur est interdit. Pire encore, vous savez, dans l'UFR chez nous, dans notre faculté, on a des masters en informatique, on a des masters en intelligence artificielle et en cybersécurité. Et quand mes collègues se sont rendus à l'université, au ministère pour des raisons de recherche, on les a sollicités pour former le personnel de ministère sur l'usage de l'IA générative en particulier, c'est-à-dire dans l'écriture. Alors cela m'a interpellé, ça veut dire que l'usage d'IA implicitement est autorisé au moins en France jusqu'à présent. Donc j'ai proposé aux collègues de travailler sur la thèse à l'ère de l'intelligence artificielle. Et on a fait une première semaine avec des doctorants de Paris 8 et une douzaine de doctorants de l'Université de la mer Égée à l'île de Syros. C'était la dernière semaine du mois de juin. Et je vais vous parler un peu de la problématique de ce séminaire qui aura lieu le 30 septembre à Paris. Puis on va planifier encore une session après. Et dont l'objectif, c'est sortir une sorte de livre blanc d'analyse et de réflexion sur l'écriture de thèses à l'ère de l'intelligence artificielle générative en particulier. Non, précisément plutôt, pas en particulier. Donc, c'est un séminaire, on est 6 enseignants et il y a pour le moment 16 doctorants. Et on va aborder ces questions sur comment on va écrire une thèse à l'ère de l'IA. Surtout que l'IA générative est plus ou moins autorisée. Et on va commencer par des questions un peu, le séminaire avec les étudiants, on pose des questions, puis on leur demande de réagir, soit de laisser des vidéos, soit de laisser des textes, et on a un espace partagé. Donc, on vit une expérience de coécriture en ligne, partagée, collective, et l'usage de l'IA générative a été interdit au début, puis on l'autorise par la suite. Donc, les premières
brainstorming, on n'a pas utilisé l'usage de l'intelligence artificielle. Et puis après, on l'a utilisé. En fait, il y a une différence énorme quand on parle de l'intelligence de doctorat en France, en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on utilise l'approche philosophie doctor, c'est quelque chose qui est complètement différent, et introduit une notion de philosophie. Et aujourd'hui, si on veut aborder l'IA et son impact, on a besoin de recul et d'une dimension philosophique. Dans nos doctorats, il n'y a aucune formation en philo. En informatique, en sciences humaines, en sciences dures, informatique, mathématiques, et même en sciences humaines, même en infocom, dans nos masters, je constate qu'on n'a pas de cours en philo. Alors que parmi nos enseignants, on en a plein qui ont une formation de base en philosophie. Alors l'idée qu'on a parti avec, on s'est mis d'accord que un doctorat, que PhD ou doctorat, dans sa formule traditionnelle, c'était une première étape pour aller dans une carrière académique. Et c'est vrai, on prépare quelqu'un à percevoir et pratiquer la connaissance de manière complètement différente dans des environnements différents. On n'est pas seulement consommateur de la connaissance, mais on prépare des jeunes doctorants pour qu'ils deviennent des producteurs de connaissances. Donc la question de production et contribution de la connaissance est omniprésente. Donc le doctorat, il nous permet à quelqu'un de vivre une expérience dans laquelle il génère une nouvelle connaissance. Et si sa démarche de génération de nouvelles connaissances, elle est bonne, et surtout, aujourd'hui, si la nouvelle connaissance est bonne et valide, on dit que tu es docteur. Donc, on va lui apprendre des protocoles et des nouvelles façons de acquérir des connaissances, comment les consommer. Donc, il y a les questions d'éthique, implicites, mais jamais explicites, sur les évaluations, validation, archivage, mémorisation, reproduction, préservation, représentation, communication, diffusion, partage. Donc, vous voyez, avec ces mots-clés, l'IA générative, il vient perturber la perception du doctorat, de formation doctorale à l'ancienne. Et cela nous interpelle. C'est autour de ces constats et ces observations qu'on a proposé ce workshop. Un deuxième constat aussi important dans la formation au doctorat, on parle l'idée aussi que on, on forme les jeunes doctorants ou les vieux doctorants, peu importe l'âge, mais si quelqu'un fait un doctorat, c'est quelqu'un qui va faire une carrière d'académique et de chercheur, on l'adopte aussi qui a une relation professionnelle à la connaissance, parce que lui, en fait, c'est professionnel de la connaissance qui va travailler. Donc, l'IA aussi, entre parenthèses, nous pique une partie de cette professionnalisation de la connaissance, parce que la connaissance, elle est de plus en plus, elle va ailleurs. Si je résume notre pratique de formation doctorale dans l'ancienne forme de doctorat, la conception de la recherche chez nous se tourne de quatre piliers. C'est très schématique et très brutal, hein, c'est pas complet. Il y a un parti important qui est la recherche d'information, que l'Internet et la technologie du numérique l'a fait évoluer beaucoup sur le plan spatio-temporel. Donc la recherche d'information, ça suscite une lecture, des stratégies de lecture pour faire quelque chose, analyse, synthèse ou prototypage ou développement ou ainsi de suite, et une écriture. Alors ce dont chercher de l'information, lire, faire, écrire de manière pas linéaire comme ça, la recherche a été conçue là-dessus. Alors on trouve que la lecture a été très influencée par l'Internet et l'intelligence artificielle générative, la recherche d'informations énormément. On peut prototyper maintenant avec ChatGPT ou l'équivalent. Et
On peut travailler sur un studio virtuel en collaboratif, donc même le faire change énormément. Et là, maintenant, avec l'IA générative, on est devant une révolution brutale et pas inquiétante. Pour moi, je la trouve comme stimulante, qui stimule une nouvelle dimension, un nouveau niveau de l'intelligence. Donc, on a des outils qui écrivent, qui font de la recherche d'informations. Ces outils lisent toutes seules, mais le danger, elles synthétisent, et on ne sait pas comment, avec l'apprentissage approfondi, oui d'accord, mais à partir de quelle base d'apprentissage, quel ensemble de connaissances qu'on a utilisées pour faire l'apprentissage, et là la question de base qui se pose, et puis ces outils, elles peuvent écrire à notre place. Donc dans notre démarche, on s'est intéressé maintenant à cette partie d'écriture qui est basée sur l'intelligence artificielle générative, qui est forcément intègre ces trois dimensions implicitement et explicitement. Parce que l'IA générative, il recherche l'information, il les analyse, il les résume, il me le propose. Donc, il intègre tout ça. Et on se demande quelle conception de recherche on peut proposer. On est en pleine réflexion, on n'a pas de conclusion, on n'a pas de leçon à faire, mais on est en train de vivre ensemble l'expérience d'écriture sur l'écriture de thèse. Donc, l'écriture, elle est très poreuse, comme la recherche d'informations, comme le faire. Et c'est aujourd'hui euh, écrire une thèse, on doit l'accepter qu'un doctorant a le droit de coécrire sa thèse, pas le faire écrire par l'IA générative. L'IA générative ne peut pas écrire le test tout seul, en fait, mais il peut coécrire avec l'IA générative. Il peut gagner énormément de temps et il peut perdre beaucoup d'informations et beaucoup de connaissances. Je suis incapable de juger. Mais c'est sûr et certain, vu les quantités d'informations et des données qu'il traite l'IA générative, le doctorant, il travaille sur une masse de connaissances énorme, énorme qu'il fait. Donc, dans l'écriture post-numérique, ce que je vais proposer dans 10 jours à mes collègues, quel sera notre rôle, quel sera le rôle de formation doctorale et de l'écriture. Alors même, j'ai été très loin, j'ai beaucoup discuté avec ChatGPT autour de ces questions. Hein. Je voulais savoir comment il voit les choses lui aussi, où il va, et je voulais vivre l'expérience. Je fais encore, je vais peut-être je vais finir un peu plus tôt pour qu'on discute parce que j'aimerais bien vous entendre. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire, mais j'ai envie sans doute vous avez plein de choses à me raconter. On se trouve que dans la formation doctorale, si je considère que l'IA générative, et on n'utilise pas forcément ChatGPT, on utilise un truc avec un peu plus euh, simple, mais elle est un peu plus objective et un peu moins commerciale. Ulama, je crois que ça s'appelle, Alama, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. J'ai la petite fenêtre quelque part ici, je crois. Et à la question éthique, qu'est-ce qu'on attend de thèse si on utilise l'intelligence artificielle générative? Inconsciemment, là, j'ai fait une semaine intensive sur le métaverse dans la ville. Et il n'y a pas un jour qui est passé sans parler de l'éthique. Donc, il y a une éthique. La question d'éthique, de l'usage d'informations, la qualité de l'information, la référenciation. Donc, dans la thèse, on va faire un effort, voir un peu les dimensions éthicales chez le doctorant. On va évaluer sa sens de analyse critique, critical thinking, parce que l'IA va lui donner beaucoup. Est-ce qu'il est en mesure de consommer cette information? Il est capable de se mettre en position de pensée critique et aller un peu plus loin. On ne va pas juger le doctorant dans l'avenir proche sur la connaissance, sa contribution à la connaissance brutale,
parce que l'IA générative, il peut faire des analyses de connaissances, peut générer, mais on va trouver qu'au niveau, on va rentrer de ce qu'on appelle la méta-intelligence, on rentre dans l'ère de méta-intelligence. L'IA générative, il a une intelligence de consommation de documents, de synthèse de documents. Il est plus puissant que moi avec 150 livres, c'est certes. Il est aussi objectif que moi, mais il est beaucoup plus objectif que moi. On est tous les deux subjectifs. On va aborder quelques notions de méta-intelligence, c'est-à-dire la connaissance sur la connaissance disponible, comment les organiser, la consommer, l'utiliser, des marches là-dessus. On va aussi développer le profil communicatif et la clarté de communication chez les doctorants. Est-ce qu'il sait communiquer des savoir-faire sur l'usage des savoir-faire sur la connaissance. Il est capable de fabriquer des connaissances sur l'usage des connaissances disponibles sur Internet et qui sont moulinées par l'intelligence artificielle générative. Et puis, on va demander, attendre maintenant du doctorant, chose qui est très liée à ce qu'on appelle la méta-intelligence, comment l'étudiant va faire des jugements et des raisonnements humains. Quelle est la partie de jugement et raisonnement humain? C'est-à-dire que comment on complète l'environnement euh, de l'IA générative. Je ne peux pas refuter. Le livre a changé beaucoup nos relations à la connaissance. Euh, la modalité verbale qui était pénible de mémoriser est disparue. L'imprimerie a beaucoup changé. L'Internet et le numérique a beaucoup changé et l'IA change. On ne peut pas consommer et mouliner toutes les connaissances et l'information sur Internet. C'est impossible. Là, c'est une piste, ce n'est pas la fin. On ne peut pas le nier, mais ça nous impose une nouvelle relation, des nouvelles relations à la connaissance. Et ça, l'enjeu qu'on a. Donc, même dans le doctorat aujourd'hui, la relation entre le, l'advisor, le directeur de thèse et le doctorant change et ce ne seront pas liés ou articulés autour de la connaissance, mais articulés autour, premier périmètre autour de la connaissance, comment travailler, la question d'éthique, comment avoir une pensée critique, comment jouer sur le niveau d'intelligence, comment communiquer, quelle part de son jugement, raisonnement humain qui doit intervenir. Donc, dans ce contexte de l'IA, qu'est-ce que devient l'écriture de thèse? Donc, l'IA, elle pousse à la créativité. On est dans l'ère du temps. L'industrie, partout, il veut qu'elle soit créative et innovative. Donc, l'IA, pour nous, ça nous plaît beaucoup à Paris 8, elle redonne une nouvelle bouffée d'air à la pensée critique et à la communication critique. On n'a pas besoin de donner beaucoup trop de données. Tout le monde a accès à l'information. Tout le monde fait de l'état de l'art quand on veut. On peut faire des veilles techno, mais qu'est-ce qui nous intéresse? Pourquoi on fait le veille techno? Pourquoi on fait ça? On aura une nouvelle ère de communication qui est en train de créer. Ça aussi, ça développe énormément la liberté de pensée personnelle, l'individuation se développe et surtout la question d'éthique. On va tous participer à la euh, remise, remise pas à plat, mais remise en discussion, à la reconstruction d'éthique de la connaissance scientifique et surtout sur la rigueur intellectuelle. On a des outils qui réduisent la quantité d'informations à laquelle on fait face. Donc, on peut faire un peu de rigueur intellectuelle. Donc, en tant que directeur de thèse, j'ai une pression sur les épaules énorme et j'ai une responsabilité énorme, mais elles sont stimulantes, intéressantes. Ils m'ouvrent des champs de réflexion et d'apprentissage magnifiques. Et l'écriture, en fait, même ChatGPT, il est convaincu que l'écriture reste une activité de formalisation assez importante pour nous tous et surtout pour les doctorants. Et ça lui permet aux doctorants aussi de saisir des idées, maîtriser les idées. Ce n'est pas la peine d'en parler, vous savez que ce que l'écriture comme euh, exercice important pour formaliser et acquérir des connaissances et sa communication sont importants.
Alors, ces trois éléments, avec accord de mon ami ChatGPT, l'IA n'est pas capable, ne suffisent pas pour les assurer en doctorat. Donc, on trouve la connaissance en tant qu'objet, qu'en unité, n'est pas au centre aujourd'hui si on met l'IA dans le doctorat. C'était plutôt comment manipuler la connaissance. L'inquiétude dans tout ça, qui produise la connaissance. Et est-ce que la production de la connaissance, ça va être toujours de manière collaborative, quelqu'un écrit son article, il le met dans l'Internet, puis on mouline, on sort. Là, il y a une réflexion importante sur la qualité de connaissance qui est produite par IA. C'est pour cette raison l'écriture reste un passage indispensable et que les gens jugent sur l'écriture d'étudiants. Il y a un autre volet qui, c'est l'hypothèse de travail qu'on va faire, j'espère bien, le 30 septembre. Si on respecte ça, si on est d'accord sur ces principes, si l'usage de l'IA générative n'est plus réfutable, on pourrait dire que l'écriture de thèse va être explicitement de plus en plus un exercice très subjectif, très personnel, et ça sera essentiellement pour juger la qualité du candidat beaucoup plus sur la qualité de la connaissance produite. Avant, c'était la connaissance produite. Si elle n'est pas validée, on ne peut pas soutenir. Est-ce que ça va rester du fait que si on sait quelqu'un qui peut gérer et évaluer et valider la qualité, la véracité d'une information, de connaissance, tu as parlé de faux tout à l'heure, et oui, on s'oriente plutôt vers ça parce que cette machine de production et de connaissances est horrible. Elle est beaucoup plus puissante que nous et nous met devant l'embarras. On ne sait pas que la connaissance est bonne ou non. Et donc, on est, en tant qu'académique et universitaire, on a des choses à faire. Je suis dans le temps, il me reste 4-5 minutes et je finis avant. Aujourd'hui, avec IA, ou sans IA, mais avec l'IA, on peut dire que le doctorat, représente toujours un achèvement d'une courte euh, carrière académique. En France, on ne peut pas faire une thèse plus que 6 ans. Au Canada, en Amérique du Nord, on peut. La thèse en France, c'est entre 3 à 5 ans et quand on travaille, il y a des problèmes, on peut aller jusqu'à 6 ans. Ce qui est sûr et certain pour nous, ben, il y a des doctorants parmi nous, je sais, mais on peut parler franchement, la façon avec laquelle on gère et on évalue les thèses doit être changée, devrait être changée. On ne peut pas rester comme ça. On est en mutation. L'IA générative aujourd'hui, c'est un outil hyper puissante. Sans doute, elle est beaucoup plus puissante que moi en lisant 15 livres. Je suis beaucoup plus subjectif qu'elle. La subjectivité n'est pas toujours mauvaise. Mais par contre, évidemment, l'IA générative va améliorer notre productivité en termes d'analyse des données et de synthèse des données. Même dans la qualité d'écriture, elle va nous aider à faire une belle communication claire. Il écrit mieux que nous, mieux que moi au moins. J'en suis certain. Quand il écrit, c'est impressionnant. Il y a une clarté dans l'écriture, mais il y a beaucoup de répétitions et il y a beaucoup de faux, mais pas de faux. Manque de clarté, je disais plutôt. Donc, on peut évaluer, discuter avec l'IA aussi des démonstrations de pensée critique. On peut partager des choses et il peut pousser aussi vers des nouvelles idées. C'est vrai, ça ouvre des pistes devant les étudiants. Alors, l'enjeu avec ça, c'est qu'on veut à très court terme, c'est comme j'ai dit et je répète encore une fois, c'est la créativité humaine, c'est-à-dire la prise en compte des contextes sociaux et psychosociaux et compagnie, la question d'éthique, le raisonnement humain et la rigueur intellectuelle qui vont être sans doute maintenues et développées de façon très différente avec l'IA.
Là, je suis presque dans les 27-28 minutes. Oui, voilà, C'est il un peu reste ce qu'on trois est en train de minutes. faire. Je peux raconter ce que... Ben, c'est pas la peine que je mette le... On va arriver le 30 septembre. Les collègues arrivent avec 12 euh, doctorants. Ils sont trois. Il y a Nicolas Soré qui est là et Samuel et moi, trois enseignants. On a quatre ou cinq étudiants qui viennent, doctorants, quatre doctorants et des étudiants en master. On va se réunir à la Cité des sciences et de l'industrie euh, pendant une semaine. On a déjà des documents partagés. On a beaucoup réfléchi autour des questions, ce que c'est une thèse, quand est-ce qu'on fait une thèse, pour qui on fait une thèse. Aujourd'hui, on écrit une thèse de plus en plus pour Google que pour le jury, pour qu'il soit indexé, qu'il soit lisible. Toutes ces questions, on les a discutées à Syros. Et là, on rentre dans l'écriture et on va autoriser l'usage de ChatGPT. Il s'appelle Ulama aussi, eux, là-bas en Grèce, pour qu'on peut écrire ensemble un livre blanc autour de ces questions. Bien sûr, le séminaire il est ouvert, on l'a annoncé tardivement, mais je vous fais part de la troisième session qui aura lieu en 2025, probablement à l'île de Syros, Grèce. Merci pour votre écoute et toutes vos remarques sont les bienvenues. Alors, merci beaucoup, Khaldoun. C'est absolument passionnant ce que tu nous dis parce que je pense que c'est une question qui est pour nous tous dans le milieu académique tellement importante, tellement fondamentale quand on voit ces nouveaux outils arriver, quand on regarde les résultats que ça produit. Et tu disais que c'est pas la question du faux, mais je pense qu'on est en plein cœur de la question du faux. Toujours la question qu'on lit un discours qui semble être produit par une intelligence alors que c'est dans un sens, une pseudo-intelligence. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, les enseignants, pour gérer cette question. Les étudiants aussi, ça vous interpelle? Nadia, par exemple, qui est du côté des technologies de l'éducation, ça nous interpelle tous. Et là, tu parlais, par exemple, du niveau doctoral, mais c'est vrai à tous les niveaux d'enseignement jusqu'au balbutiement, finalement, et moi, ça me mène aussi toute cette question que c'est pas quelque chose qui arrive ex nihilo dans notre environnement d'enseignant, parce que par exemple, si on pense à la relation avec la lecture, hein, le premier paramètre que tu mettais, lecture, écriture, le savoir, la lecture, on a déjà des difficultés dans un sens dans le milieu universitaire avec le livre, hein, avec amener les étudiants à lire, amener à faire autre chose que papilloter sur Internet avec des lectures de 5 minutes, être capable, par exemple, de lire un ouvrage d'un bout à l'autre et de développer cette pensée argumentaire. Donc, déjà, on parle même pas de IA, on parle des apprentissages et des savoirs que la lecture nous apporte, en fait, hein. Et on sait que c'est la fréquentation de la lecture qui fait qu'on développe la pensée. C'est ces deux choses qui sont éminemment connectées. Donc, on arrive premièrement, dans un monde où les étudiants lisent moins qu'avant. Et là, avec ChatGPT, non seulement il va avoir des difficultés au niveau de la lecture, mais il va en avoir, comme tu dis, au niveau de la capacité de synthèse, au niveau de l'écriture également. Si je ne fais pas, moi, l'exercice d'écrire, comment j'apprends à écrire? Et ça me rappelle aussi, comme au niveau du primaire, lorsque certains disent, bah, comme on est tous au bout de nos claviers, on n'a plus besoin d'apprendre aux enfants à écrire manuellement. On n'a plus Non, besoin puisqu'on n'écrit jamais. Alors que c'est vraiment, on le sait, il y a un paquet d'apprentissages qui sont faits avec l'écriture à la main, d'intégration qu'on n'aura pas si on arrête, par exemple, d'apprendre aux enfants à écrire à la main. Alors moi, je pense que ta conférence nous amène à des questions absolument profondes. Je vais laisser aussi la parole à Aurélie. Des questions profondes qu'on interroge également dans nos universités ici au Québec, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce phénomène, comme tu disais, brutal, révolutionnaire et aussi inquiétant. Alors, je vais passer, mais juste avant, donc, je vais dire, par exemple, je vais interpeller Maxime Girard, qui est ici, par exemple, qui fait actuellement un master avec moi. Puis la première chose qu'il m'a demandé en commençant, ben, j'ai essayé de faire produire ma question de recherche par ChatGPT.
Alors, Avant, on le voit, on n'arrêtera pas ce phénomène-là et comment on le gère, à la fois les étudiants et les professeurs. Alors, il y avant a, de donner la parole, peut-être il y a deux petites remarques. oui, C'est vrai, les étudiants, ils lisent moins qu'avant, mais ils sont exposés à des quantités d'informations incroyables. oui, 24 heures sur 24, ils n'ont plus de c'est ça. capacité de ils sont exposés à trop d'informations. Et ChatGPT vient synthétiser un petit peu, pas ChatGPT, l'IA générative en soi. Ça, c'est un. Deux, nous, on a raté une occasion. On a été tous contre Wikipédia. Wikipédia, c'était une première manifestation de partage et de traitement de l'information. En France, on a interdit le Wikipédia. Là, on a pris ça. À un moment donné, c'était interdit d'utiliser Wikipédia comme référence pendant très, très longtemps. Maintenant, ils l'ont autorisé. Mais par contre, ce qu'on constate qu'en France, pas la moindre notification concernant ChatGPT. Donc, légalement, en France, je ne peux pas interdire quelqu'un d'utiliser ChatGPT. Mm, mm. Et ce n'est pas nécessairement non plus le chemin, hein. On Non, marche à pied, puis d'un coup, on c'est invente la une voiture et on s'arrête responsabilité pas. énorme qu'ils le mettent sur les épaules, en fait. C'est Parce ça. qu'après, peut-être dans un an ou deux, qui trouvent que c'est pas bon, et on va se trouver dans une situation très, très difficile. Quelqu'un qui a écrit sa thèse avec ChatGPT, il sera mal vu, en fait. C'est pour cette raison, de manière implicite et indirecte, on décourage l'usage de ChatGPT dans l'écriture de thèse finale, mais dans le développement de la thèse, on ne peut pas l'empêcher parce que c'est enrichissant, disons les choses telles qu'elles sont. Mm. Alors, Aurélia, je veux dire simplement rapidement, sans réponse, que ça amène toute la question du plagiat aussi, hein? La question du plagiat, on a Ben, peut-être ChatGPT, perdu c'est du avant. plagiat si tu veux. Dans ce sens, il plagie la mémoire collective humaine, mais il n'y a pas d'intelligence derrière. Donc, j'aimerais bien débattre, mais je vais donner à Aurélia la parole, puis ensuite Serge, et puis Nadia qui veut intervenir aussi. Donc, Aurélie d'abord, Serge et puis Merci Nadia. beaucoup. Merci beaucoup. Je partage vous m'entendez bien, ça va? Oui. Oui, je partage vos préoccupations par rapport à l'utilisation de l'IA dans les écritures, que ce soit doctorale ou master. J'ai été, comment dire, intéressée de trouver dans ta présentation la question de l'esprit critique. Et pour avoir pas mal travaillé cette question de l'esprit critique, euh, outre le fait de savoir évaluer l'information dans l'esprit critique, on peut avoir une vision et une définition plus large de l'esprit critique que j'ai pas, pour ma part pas mal travaillé, qui inclut la qualité des questionnements et des hypothèses. Et ça, ChatGPT n'est pas forcément capable de faire des hypothèses en référence à un sujet, qui inclut aussi la connaissance des cadres de référence historico-culturels de construction des connaissances, tout ce qui va concerner l'épistémologie. Et enfin, les capacités interprétatives. Donc, dans la définition que j'essaye de travailler pour ma part dans mes travaux autour de l'esprit critique, j'inclus tout ça comme faisant partie de l'esprit critique. Et il me semble aussi que ça réinterroge ce qu'on appelle une connaissance, c'est-à-dire que ChatGPT met à notre disposition des tas d'informations, mais une connaissance, si on revient aux fondamentaux qui définissent ce que c'est qu'une connaissance, et notamment dans le champ de la gestion des connaissances, ça a été assez travaillé en sciences de l'information. Une connaissance, c'est une interprétation et une appropriation d'un réseau d'informations, en fait. Et donc, du coup, je suis pas tout à fait sûre que nos inquiétudes sont enfin, doivent être si grandes que ça, parce que, par exemple, cette préoccupation, enfin, je veux dire, elle est légitime, mais la question de l'épistémologie, de la qualité des questionnements et des hypothèses, elle est quand même, voilà, je crois pas qu'aujourd'hui, on a tant d'inquiétudes que ça à se faire, mais j'ai pas tout compris. Rectification, je ne suis pas inquiet du tout. Je suis stimulé, on vit une époque fascinante. Par contre, ChatGPT prétend pouvoir émettre des hypothèses et je crois qu'il est bon en épistémo aussi. Serge, salut Serge. Bonjour Raldoun, merci beaucoup Raldoun, merci également à Everardo. J'ai deux questions pour toi Raldoun. Tu as parlé de la coécriture d'une thèse avec une IA générative et ça m'a fait penser à une discussion dont j'ai parlé avec René et Fabien, que fait Pascal Mougin à propos de l'écriture de récits avec une IA. Il dit finalement, est-ce qu'on arrive à distinguer faire autrement
à produire un texte plus rapidement, à moindre coût, censé être écrit par un humain, parfois pour donner le change, et faire autre chose, à savoir produire un récit qu'un humain seul n'aurait pas pu produire, c'est-à-dire co-construire un récit avec une IA. Est-ce que cette distinction, qui n'est pas facile d'ailleurs, entre faire autrement et faire autre chose, est-ce que ça aurait un sens pour toi dans le cadre de l'écriture d'une thèse, où du coup on glisserait du faire autrement vers faire autre chose avec une IA, un autre type de thèse? Et puis ma deuxième question, qui est beaucoup plus large, un peu méta, tu as parlé d'une nouvelle relation à la connaissance, alors que l'IA générative entraîne une mutation profonde de nos savoirs, ça c'est un fait, mais est-ce que selon toi, elle peut, à terme, entraîner une mutation de la cognition humaine et de ses conditions de possibilité? Je pense à la proposition de Bruno Bachimon, après la raison graphique de Jacques Goudy, il nous a dit maintenant, il y a aussi une raison computationnelle, raison au sens de rationalité, mode de pensée. Est-ce qu'on va vers une sorte de raison générative, une rationalité générative dans cette utilisation des IA génératives? Merci Serge. En fait, les deux questions, les deux pistes que tu donnes sont fort intéressantes. En fait, moi, dans mon point de vue subjectif et très hypothétique aujourd'hui, je ne peux pas affirmer. Pour répondre rapidement à ta première question, faire autre chose, ce que j'appelle méta-intelligence. C'est-à-dire que je dois faire un exercice d'intelligence différent avec ChatGPT pour faire autre chose. Si je peux faire la même chose plus rapidement, ça n'a aucun intérêt. Dans mon propos, surtout dans un cas de thèse. Pour la deuxième question, je ne suis pas très compétent pour te répondre. Je crois que tu serais même encore beaucoup mieux que moi pour me dire ton avis là-dessus. Mais ce qui est sûr et certain, on utilise notre mémoire différente. Donc, la métaconnaissance et l'usage de l'IA, il va changer nos pratiques cognitives. Je peux dire c'est sûr et certain. Et je crois que tu as une idée là-dessus et j'aimerais bien t'entendre dire un peu plus. Non, moi je suis dans le doute, tout comme toi, hein. J'ai aucune assertion, aucune affirmation. Oui, je pense que c'est une hypothèse de travail. Je pense qu'effectivement, la raison Surtout dans... computationnelle, le fait qu'on ait d'autres modes de pensée avec l'ordinateur que ce qu'on avait avec nos outils graphiques, hein, et la question de l'écriture, et qu'il y a une coexistence, évidemment, une contamination de la raison graphique et de la raison computationnelle. Je pense que ça, effectivement, maintenant, c'est quand même avéré. Et j'aurais tendance à penser qu'effectivement, bah, il y aura une forme d'autres types de modes de pensée, de Mhm. rationalité, de catégories intellectuelles avec les IA génératives. Voilà. En tout cas, c'est une hypothèse de travail. Pas vraiment, il n'y a pas d'assertion. Mais merci beaucoup pour tes réponses, Merci à Ralph. toi. Je suis ravi de te Oui. voir. Alors, je vais passer donc la parole à Nadia et puis il y a Samuel qui veut intervenir et puis Fabien par après. Donc, tu vois que ta présentation nous stimule énormément. Randon, c'est Ah, vraiment passionnant ouais, ce j'étais sujet. opportuniste, je savais. On n'avait pas le titre de ta présentation, mais c'est vraiment extrêmement stimulant. Alors, Nadia, oui, je te donne la parole. Merci. Alors, effectivement, je fais le pont. C'était extrêmement intéressant comme présentation. Merci beaucoup. Moi, ça m'amène seulement un petit point à soulever au niveau, je dirais, plus dans le sens large du développement de la compétence. Donc, moi, bien sûr, je viens du milieu de la pédagogie, milieu de l'enseignement. Donc, pour moi, où ça sonne une cloche, j'ai bien aimé quand vous avez fait le parallèle et vous avez dit, maintenant, on a l'impression qu'on écrit une thèse pour Google. C'est un peu ce vers quoi je me dirige à me dire, maintenant où on est dans une ère où on mise beaucoup sur le développement des compétences, surtout en milieu de travail, au niveau des qualificatifs professionnels, je me demande jusqu'à quel point l'utilisation de l'IA dans la rédaction académique pourrait venir affecter la capacité à développer des compétences finalement qui seraient essentielles pour le plus tard. Donc, ce qu'on réussit à venir chercher au niveau de l'accomplissement de soi, si on veut, lorsqu'on parle de la satisfaction de créer quelque chose ou d'apprendre quelque chose, jusqu'à quel point l'utilisation de l'IA générative va venir ici peut-être, je le vois comme un entonnoir où on part du développement de plusieurs compétences qui est possible d'aller chercher, où là, on va venir vraiment synthétiser sur un développement de compétences numériques qui est d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle générative, puis on laisse au détriment de toutes les autres connaissances qui seraient possibles de développer. Donc, disons, pour tout ce que ça amène de positif, c'est ces défis-là ou
qui viennent me chercher un peu plus là, au niveau du développement de compétences. Ben, écoutez, merci pour votre question, que je m'y adhère complètement et j'ose pas répondre. Mais ce qui est sûr, dans ce contexte d'évolution on vient d'en parler avec Serge, cognitive, faire autre chose, on doit permettre et oser mettre au débat la question de compétences. Quand on va au ministère pour demander un contrat, puis ils nous demandent de former le personnel, se faire doter les personnels des compétences avec lesquelles ils peuvent utiliser des outils de génération d'informations automatiques. C'est ce que j'ai appelé intelligence parce que j'ai pas d'autre mot pour dire. Ça veut dire que, comme le confort physique avec la révolution industrielle, on est en train de vivre une sorte de confort qu'on qualifie cognitif dans le traitement massif d'informations. Je reste très précis. Et ce confort de traitement massif d'informations, on devrait l'utiliser sur d'autres pistes. Donc, la question de revoir les compétences se pose, mais lesquelles, je suis incapable de vous le dire. Donc, c'est pour cette raison, c'est pas par hasard que dans le domaine de l'éducation, de l'université, nous, on enseigne les transitions, les mutations, mais on les applique le moins parce que c'est un grand risque de prendre des décisions rapidement comme ça. On est en période encore court de tirer des conclusions fermes sur le numérique et sur l'IA, mais le problème, il nous met devant le fait accomplir et on ne peut pas les refuter. On n'est pas dans une position très, très à l'aise, il faut dire les choses. C'est pour cette raison, on a tout ce qui est présent ici, doctorants, enseignants et compagnie, à faire des preuves de créativité énormes, même épuisantes. C'est vraiment passionnant. Samuel, Oui, merci à tous pour vos interventions et vos commentaires et ajouts. Alors moi, je voudrais à la fois poser une question à Raldoun et à Eve et rebondir sur l'interrogation de Serge sur le faire autrement ou faire différent. Sur un projet, moi, je m'intéresse beaucoup à l'usage des diagrammes dans les thèses. Et je me suis aperçu que il y a un historique bien précis de la présence des diagrammes dans les thèses. C'est qu'il y a un moment, ça n'existe pas. Une thèse, c'est du texte. Au bout d'un moment, il y a des outils qui apparaissent, notamment des outils de conception graphique, qui font que la réalisation de diagrammes, des schémas, alors qui sont divers et variés, et, euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cette diversité, cette variété, de comprendre la sémiotique graphique qui est derrière tout ça. Mais il y a vraiment un moment où ça apparaît. Et aujourd'hui, je vois qu'il y en a de plus en plus de ces diagrammes dans les thèses. Et donc ça, c'est un peu ma réponse à Serge, c'est qu'il y a un moment, quand il y a une technologie qui permet d'exprimer les connaissances ou un point de vue particulier qui apparaît, eh ben, on l'utilise. Et la question que je pose à Eve et à Raldoun, c'est la question du remplacement du texte par le diagramme. Parce qu'aujourd'hui, les générateurs, ils sont ultra puissants pour produire du texte autant qu'on en veut. Produire des diagrammes, on en est très, 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 très loin. Et moi, ce qui m'interroge, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la nouvelle forme de l'écrit académique n'aurait pas intérêt à, d'une certaine manière, mettre de côté le texte et aller plutôt vers du graphique ou de l'oral? Et donc voilà, bon, c'est une question un peu de vendredi soir à 17h47 après une semaine un peu intensive, hein, donc vous me pardonnerez. Ben, je laisse peut-être Eve répondre, mais je te dis, il y a plusieurs philosophes en fin des années 80, début des années 90, ils prévoyaient que dans l'avenir proche, on utilisera de moins en moins le texte et pour plus en plus tout ce qui est imagerie. Mais c'est pas ma position, mais c'est leur position. Ils sont des philosophes. Moi, j'aime bien les philosophes. Moi, je alors il y dis a... juste,
Oui, Everardo. Ensuite, quand tu auras répondu, on va laisser la parole à Fabien, puis ensuite, il y a Nicolas qui voudrait intervenir aussi. Ouais, c'est parce que juste Samuel m'a interpellé, hein, mais sinon c'est très rapide. Moi, tu sais, en master, j'ai l'expérience comme quoi je demande aux étudiants de créer des schémas parce que j'ai dit, écoutez, votre réflexion est intéressante, mais là, il faudrait quand même mettre un schéma. Donc, je me retrouve, j'ai un peu l'expérience contraire à toi. Mais en fait, ce qui m'intéresse à moi personnellement, enfin, ce qui m'intéresse, c'est que cette interaction symétrique, tu vois, entre tu interroges WhatsApp, ça fonctionne parce que c'est du texto-texto. Je pense que c'est de plus en plus aussi intéressant d'interroger euh, vocal, je pense oral, à voir. Mais sinon, merci, c'est intéressant. Fabien? Oui, oui, merci pour ces deux présentations. Euh, c'est très intéressant. Moi, je vais me faire un peu, je me fais un peu l'avocat du diable et revenir sur la créativité et l'intelligence à l'ère de l'IA générative. En fait, pour ce faire, je voulais rebondir en fait sur le commentaire de Serge qui reprenait le concept de raison computationnelle. Moi, je travaille par exemple sur le concept de rationalité algorithmique. Et je déplace un peu la question. En fait, je reprends les travaux d'Herbert Simon, qui a eu une grande influence dans l'IA symbolique, qui avait théorisé, en fait, c'est aussi un théoricien du management, qui avait théorisé l'idée de rationalité limitée. C'était l'un de ceux qui avait poussé l'idée que, bah, en fait, l'individu, l'humain, en fait, il a une rationalité qui est biaisée, qui souffre de beaucoup de biais cognitifs, d'où l'importance de s'appuyer sur des systèmes computationnels pour essayer de compenser cette limitation. Il y a pas mal de chercheurs critiques, je pense notamment à Barbara Stigler, qui montre que actuellement on est confronté à ce qu'elle appelle elle, l'idéologie des biais cognitifs, c'est-à-dire on fait des listes sans fin de biais cognitifs qui affectent l'humain, réputé en fait à la limite de l'irrationnel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la rationalité algorithmique, celle qui est, on va dire, mise en branle par l'intelligence artificielle, vraiment d'un point de vue très général, elle tend en quelque sorte à compenser, à prendre en charge en fait cette rationalité humaine donc qui est réputée défaillante, qui est réputée problématique et qui ultimement est vouée à nous surpasser ou à tout le moins même à nous remplacer. Là aussi, je pense aux travaux de Antonio Casilli qui revient sur le discours de l'IA, l'intelligence générale, qui en fait présuppose toute une armée de travailleurs de petites mains pour la faire fonctionner. Bref, donc en fait, le sens de mon interrogation, mon intervention, c'est dans les réflexions que vous avez justement sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'écriture d'une thèse, est-ce qu'il y a quand même une réflexion sur les enjeux et les risques du point de vue d'une forme de dépossession? Ça revient peut-être à la question posée tout à l'heure sur la compétence, la dépossession d'un savoir, d'une compétence qui à terme peut quand même être problématique. Je le vois clairement avec certains de mes étudiants et étudiantes qui plongeaient dans un contexte d'accélération technique et sociale où il faut aller toujours plus vite, bah, se servent de l'IA générative pour faire, pour utiliser la machine pour faire le travail à leur place. Et du coup, il y a quand même je dirais, moi en tout cas, on l'observe beaucoup, on en parle beaucoup avec les collègues, une forme de crainte assez puissante de ce côté-là. Il y a quand même, par exemple, dans le travail d'écriture de thèse, il y a une forme de souffrance à l'écriture, le fait d'articuler des idées, de les argumenter, d'y passer du temps. Everardo a cité un auteur qui disait que l'IA est aussi à terme amenée à soulager notre souffrance, mais c'est une souffrance qui peut être aussi, toute proportion gardée évidemment de l'écriture, mais qui peut être salutaire. En tout cas, bref, j'arrête de parler, je dis trop de choses, mais mon point est que, est-ce que vous avez quand même cette réflexion sur ce que Bernard Stiegler lui appelle la prolétarisation de l'esprit, c'est-à-dire une dépossession de notre capacité à penser. Je voulais juste savoir si c'est quelque chose qui sera au cœur peut-être de vos réflexions à venir là, dans les prochaines semaines. Merci Fabien. Je ne suis pas surpris de ton intervention. Je te connais bien maintenant. Euh, Sinon, c'est pas une dépossession. C'est pour cette raison, comme je dis, fascinant,
Et on n'a pas le temps, mais on a un colloque qui s'appelle 01 Design. Si vous voulez nous accueillir ou quelqu'un parmi les gens qui est un peu motivé, et le thème que j'ai envie qu'il fasse, c'est le intelligence design. On doit reconcevoir notre intelligence. Ils ont mis dans notre cerveau est façonné que l'intelligence est ça. Le numérique, c'est une ouverture parmi d'autres qui nous dit que l'intelligence pourrait être autrement. La question de Serge, est-ce qu'on fait autre chose? Oui, on- ça ne va pas nous soulager. On a l'impression sur les épaules. On, on- on est obligé de former les étudiants à un niveau d'intelligence supérieur avec du confort cognitif. C'est stimulant, c'est vachement stimulant, surtout pour vous les jeunes. Nous, on va la retourner maintenant au pétanque donc, bientôt, très bientôt. Mais vous, vous vivez une époque fascinante, fascinante. Alors, il y Mais a des Nicolas. inquiétudes, il y a de quoi aujourd'hui, demain et après-demain. Les inquiétudes que tu exprimes, que René exprime sans cesse, sont 100% légitimes. Je dirais pas d'autres, hein. Mais quand je parle de la recherche dans une approche prospective, on peut faire des bons usages, de bonnes réflexions autour. Mais aujourd'hui, pour la consommation quotidienne, vous avez 200% raison. Point. Je vais passer la parole à Nicolas, simplement pour le temps. Il nous reste très, très, très peu de temps. Il nous reste à peu près 5 minutes, là, si vous voulez. Donc, Nicolas, Oui, euh, j'ai moi-même très très peu de temps. Je risque je vais essayer d'écouter la réponse quand même, mais je risque de devoir partir. Je rebondis du coup sur ce que vient de dire Aldoun, reconcevoir notre intelligence. Moi, je me demande si, en tout cas, en particulier dans notre problématique en tant qu'enseignant, notamment, la problématique n'est pas plutôt de reconcevoir notre rapport à la connaissance, parce que je pense que c'est là que ça se joue et c'est là où on est déstabilisé. Et je pense à ce texte de Louise Merzeau, copié-collé, hein, qui date de, je crois, 2007 ou peut-être plus tard, qui vient un peu balayer les craintes et peut-être les exaspérations que les sachants pouvaient avoir en voyant le nouveau rapport à la connaissance de leurs étudiants. Euh, et elle décrit ce nouveau rapport. Et c'est un nouveau rapport là, donc, elle décrit ce moment où, en particulier Google, a mis entre les mains des étudiants un accès presque immédiat à toute connaissance, en tout cas toute information. Et donc, en considérant, elle parlait notamment du copier-coller, en considérant que la connaissance était tout d'un coup accessible et absolument gratuite, dans le sens libre d'y accéder, également à une sorte de nouvelle fragmentation de l'information, etc. Et elle nous appelait à ne pas y voir forcément quelque chose de négatif, mais plutôt à prendre en considération ce nouveau rapport à la connaissance des étudiants. Et je pense que c'est ce travail-là qu'on doit faire avec des étudiants qui vont arriver avec un tout autre rapport à la connaissance, cette fois-ci non pas par des algorithmes de type search engine, de type SEO, enfin, de Google, mais vraiment, cette fois-ci, des algorithmes, enfin, des IA qui vont euh, voilà, apporter un nouveau rapport à la connaissance. Et je pense que c'est cet effort-là, alors effectivement, il est passionnant, mais c'est cet effort-là qu'on doit effectivement faire, c'est-à-dire anticiper la manière dont les nouvelles générations vont arriver euh, avec un rapport à l'information, un rapport à la connaissance très très particulier. Voilà. Merci Nicolas, on est d'accord. Moi, j'utilisais le mot relation à la connaissance. On ne peut pas anticiper, il faut vivre avec. Il faut vivre et évoluer avec. On ne peut pas anticiper.
Alors, j'aurais peut-être une dernière remarque. On travaille beaucoup et très intensément sur une demande de subvention actuellement avec Serge et Fabien, justement. Et puis, j'ai ces questions que on a parlé de ces assemblages humain-machine, comment réfléchir sur la question de la créativité. Ce sont des assemblages qui sont faits, là, presque à la Deleuze, hein, des hétérogénéités, en fait, qui sont en cause. Comme tu disais, Khaldoun, le ChatGPT va être bien meilleur que toi parce qu'il va lire 1 million de livres alors que toi, tu vas en lire 150, hein? C'est énorme, cette question. Maintenant, il n'est pas capable d'avoir ce jugement par rapport à ce qu'il écrit. Et donc, je dirais donc, ce qui, pour moi, du côté de l'humain, joue énormément dans cette dynamique qu'on veut comprendre, la question de l'intentionnalité. Hein, quand on pose une question de recherche, on a une intentionnalité, on veut explorer quelque chose. C'est pas la machine qui nous le donne. La question des données d'entraînement, bien sûr, c'est quoi le corpus sur lequel ChatGPT va travailler? Est-ce qu'on le laisse aller à large ou est-ce qu'on définit des corpus précis sur lesquels on veut qu'il nous amène quelque chose, qui amène la question de la boîte noire, évidemment, l'opacité, qu'on ne sait pas comment ChatGPT nous donne ces résultats-là, on ne sait pas quelles sont les sources, etc. Donc, on a toute cette question. Puis ensuite, la question du jugement qui est absolument fondamentale. Donc, que ce soit dans le cas de la création artistique, le jugement esthétique. Moi, je vais avoir un jugement sur une image produite par ChatGPT ou dans le cas d'une thèse, être capable d'avoir ce jugement critique sur ce qui a été produit par ChatGPT. Donc, l'humain revient dans la boucle. Maintenant, la difficulté dans l'enseignement, justement, c'est que, par exemple, si moi, j'ai un texte qui m'est présenté, j'ai assez de références, par exemple, philosophiques, hein, pour dire que ce que la machine dit, ben, ça a du sens ou ça n'en a pas. Parce que j'ai cette formation, l'expérience, etc., d'une vie de réflexion qui fait que je vais lire un texte et puis je vais avoir une opinion critique ou je vais avoir un jugement critique. Maintenant, un étudiant qui n'a pas passé par ce processus, encore une fois, je reviens dans nos vieux outils très classiques du livre, qui n'a pas passé par ce processus d'intégration de la connaissance par la rédaction du texte, etc., comment est-ce qu'il peut avoir ce jugement critique sur un texte généré par la machine? Et l'autre point aussi, on parle souvent dans la créativité, est-ce que les machines ou le machine learning va être condamné seulement à être le perroquet hein, des créations humaines, variation à l'infini des styles, par exemple. Mais moi, j'ai envie de dire, au contraire, on peut devenir les perroquets des machines également. C'est-à-dire que l'étudiant, quand il est dans sa soutenance, est-ce qu'il est capable de comprendre qui est écrit dans sa thèse? Je pense que c'est un élément de réflexion. La machine écrit un texte. Est-ce que l'étudiant, on est dans la figure du simulacre, est capable d'argumenter quelque chose sur un texte qu'il n'a pas lui-même produit? Donc, on est dans les frontières entre le plagiat, et je pense que c'est des questions. On n'a pas de réponse personne ici, mais ce sont les questions de fond sur lesquelles il faut se pencher, je pense. Est-ce qu'on est capable de comprendre tout ce qu'on écrit soi-même? Et c'est vrai, c'est très, très intéressant, cette remarque, même soi-même, en tant qu'être humain, C'est pour parfois, cette raison, je vous ai dit pour un doctorant, on va beaucoup évaluer son esprit critique, ses principes, ses éthiques, ses jugements humains, son raisonnement, beaucoup plus que ce qui est écrit, le contenu très informationnel. Euh, ouais. mais, mais finalement aussi, nous, on participe à la conception à la, il doit contribuer à la connaissance. C'est le maillon qu'on doit trouver. On va réfléchir ensemble et le problème n'est pas réglé, mais on a un outil qui nous aide à mouliner beaucoup de connaissances. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces connaissances? Le débat est ouvert. Il y a un débat fascinant, ouvert, puis c'est pas tranché. Puis moi aussi, je dois me taper encore 2 heures de route pour Oui. arriver chez moi. Il n'y a pas que Samuel. Alors oui, c'est ça, on doit tous partir, évidemment. Alors merci à tous, c'était passionnant de vous entendre. Merci. Merci, Gerardo, Merci à vous. merci, Raldo. Ce sont des questions ouvertes, comme tu dis, puis on aura certainement bien des débats là-dessus. Alors merci à tous d'avoir participé. C'était Rapidement, un grand plaisir de revoir les garçons ici aussi.
Oui, donc très rapidement, la semaine prochaine, c'est Fabien qui intervient. Alors, moi, je vous invite. Et puis, c'est sur les hallucinations machiniques, son thème. Ça va être passionnant de t'entendre, Fabien. Si j'ai Donc, le temps, je viendrai pour l'embêter certainement. ah oui, ça nous fait tous bien plaisir. Donc, bonjour à tous. Et puis, on aura une occasion pour les étudiants rapidement d'échanger, là, si vous voulez, au sujet des travaux et tout ça. Donc, on regarde ça la semaine prochaine parce qu'il y a, pour l'instant, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, c'est juste Fabien qui intervient. Alors, on devrait avoir un petit peu plus de temps. Donc, merci. Et puis, n'hésitez pas d'ailleurs dans les autres séances d'inviter vos étudiants. Vous voyez comment la formule se déroule. C'est le café ouvert. C'est le café ouvert, notre séminaire.